Bon, parlons de la PS5 Pro. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une grosse nouveauté dans le monde du gaming, la PS5 Pro. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer sur cette version Pro? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement par rapport à la PS5 classique? Et surtout, est-ce que c'est l'upgrade ultime pour les gamers? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer de façon claire et honnête. Comme d'habitude, j'ai acheté cette PS5 Pro par mes propres moyens, alors n'attendez pas de moi que je dise autre chose que ce que je pense réellement. Ah oui, et pour éviter tout malentendu, je suis joueur Xbox Series X aussi. Je vais donc partager avec vous les points forts de cette PS5 Pro et ses défauts, car il y en a, et surtout vous donner mon avis perso en tant que passionné de gaming. Mais avant ça, place à l'unboxing. Pour mettre un peu de contexte, j'ai la PS5 classique depuis sa sortie. Vous vous rappelez, cette console qu'on ne pouvait pas acheter si on n'était pas sur liste d'attente. Et c'est vrai que la sortie d'une console est toujours un moment particulier. On attend les nouvelles spécificités sur la puissance, les jeux de lancement qui sont toujours oufissime, et on veut en prendre plein la vue. La PS5 classique est aussi sortie avec ses problèmes, son design, que je n'aime toujours pas, son disque SSD de seulement 825 Go et sa taille qui est un peu, pour ainsi dire, beaucoup trop grande. Et je ne parle même pas de ceux qui comparaient la console à un routeur internet. Au niveau du design, la PS5 Pro arbore une combinaison de couleurs blanche et noire, similaire à la PS5 standard, avec des courbes élégantes et une allure plutôt moderne. Alors, ça ressemble toujours à un routeur, mais en plus petit cette fois. Une des principales différences visuelles est l'ajout des bandes noires au centre de chaque côté de la console, ce qui offre un contraste esthétique et une apparence un peu plus agressive, je trouve. Comme la PS5 Slim, la PS5 Pro est dotée de plaques latérales amovibles, permettant de personnaliser un petit peu les faceplates. Elle mesure 388 mm de largeur, 89 mm de hauteur et 216 mm de profondeur, ce qui la rend légèrement plus compacte que la PS5 originale, même si elle conserve quasiment la même hauteur. Avec un poids de 3,1 kg, elle est légèrement plus légère que la PS5 classique. La console est équipée de 2 ports USB-C à l'avant et de 2 ports USB-A à l'arrière, comme avant. Bien sûr, on retrouve aussi le port HDMI, Ethernet et l'alimentation. Et oui, tous les câbles de la PS5 Pro sont identiques à la PS5 classique. Pourquoi changer? Bien que la PS5 Pro soit une console entièrement numérique, elle est compatible avec le lecteur de disque externe de Sony, permettant aux utilisateurs de lire les jeux physiques. Premier point de scandale ici. C'est en option et ça coûte 120 €. Bon, aujourd'hui on fait face en plus à une certaine catégorie de personnes qui ont dévalisé les rayons pour vendre ce dernier plus cher. Sérieux les gars. Bon, Sony a eu l'intelligence de mettre un SSD de 2 Tera sur cette PS5 Pro et ça fait plaisir, même si ça fait bien longtemps que certains avaient déjà changé le SSD de leur PS5 Fat. Au niveau des performances techniques, Sony promet un ray tracing amélioré, des performances doublées, voire triplées sur certains jeux, une gestion de la 4K native à 60 fps et la possibilité d'upscaling à 8K, un SSD plus rapide pour réduire encore le temps de chargement. Mais le changement majeur réside dans le GPU, la puce graphique, qui bénéficie désormais de 67% d'unités de calcul supplémentaires par rapport à celui de la PlayStation 5 classique. Quant à la mémoire, elle offre une vitesse accrue de 28%, résultat, une amélioration globale avec un rendu jusqu'à 45% plus rapide en jeu. Ça fait beaucoup de chiffres quand même, mais ça ne s'arrête pas là puisque Sony présente aussi pour la première fois le PSSR, qui est le Spectral Super Resolution, qui permet d'upscaler les images grâce à l'intelligence artificielle. En fait, c'est comme le DLSS de Nvidia ou le FSR d'AMD. Alors sachez que si vous n'avez déjà pas compris ce que je viens de dire ou si ça ne vous dit rien, vous n'êtes déjà pas la cible de la PS5 Pro. Donc pour répondre à la question simplement, même si elle a le même CPU que la PS5, oui, la PS5 Pro est vraiment plus puissante que la PS5, mais était-ce vraiment nécessaire de la part de Sony? Franchement non, je vous explique.
Alors, ça donne quoi en jeu? Car c'est ça qui nous intéresse plus que tous les détails techniques que je viens de vous donner. On a la même expérience de jeu que précédemment avec la DualSense toujours aussi top et qui propose les meilleures sensations manette en main, toutes consoles confondues. L'interface est fluide, assez bien agencée et en 4K. On retrouve ces jeux sur la barre du haut avec maintenant la possibilité de personnaliser son sous-menu comme bon nous semble. Il faut savoir que tous les jeux PS5 classiques tournent sur PS5 Pro, mais certains ont la capacité Game Boost qui promet un meilleur rendu en jeu et je vous le dis en réalité c'est totalement vrai. Alors il faut attendre que les éditeurs mettent à jour leurs jeux pour la nouvelle console, mais on a déjà plus de 50 jeux améliorés pour PS5 Pro. On a No Man's Sky, Fortnite, FF7 Remake, Horizon Zero Dawn, on a aussi Horizon Forbidden West ou encore The Last of Us 2 ou God of War. Et les gars, je vous le dis, Game Boost est incroyable quand le jeu est compatible. J'ai relancé Gran Turismo 7 qui s'affiche maintenant en 4K 120 fps en jeu comme en ralenti et c'est une folie sur console. Même Horizon Zero Dawn qui bénéficie de Game Boost ressemble maintenant carrément à un jeu PC totalement maxé mais sur un écran géant et depuis son canapé. Par rapport à la PS5 classique, le gap est vraiment perceptible. Les jeux font encore plus next-gen alors qu'on est sur une console qui a déjà 4 ans. Alors oui, la version Pro est un regain de puissance en attendant la PS6, comme ce que Sony fait depuis la PS4, mais cette fois-ci avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Franchement, l'avenir semble assez sympa pour les joueurs console. On a toujours la possibilité de choisir entre les modes fluidité ou résolution, sauf que sur certains jeux avec Game Boost, on a maintenant les modes résolution Pro qui permettent d'avoir le Ray Tracing activé, mais sans être bloqué à 30 fps cette fois-ci, mais plus vers les 40 et 50 fps en fonction des jeux. Et ça, c'est plus agréable, il faut le reconnaître. Alors tout ça, ça a un prix. Une PS5 Pro, ça coûte 799 €. Oui, 799 € pour avoir la console la plus puissante de PlayStation. 799 € auxquels il faut ajouter 119 € pour le lecteur et 29,90 € pour le socle vertical, ce qui fait un total de 950 € pour l'expérience complète PS5 Pro. Pour info, la Xbox Series X est à 549 € avec lecteur CD et sans besoin d'acheter un socle. Mais on garde ça pour une prochaine vidéo. Alors, que pensez-vous du prix de la console? En fait, ce qu'il faut comprendre est que pour la première fois, une console de jeu grand public devient une console de niche. Un bien ou un service de niche, c'est un bien qui a des caractéristiques qui intéressent un sous-groupe d'un marché particulier pour des utilisations spécialisées au sein de son marché de niche correspondant. Et en fait, la PS5 Pro s'adresse aux clients de niche qui peuvent en tirer le maximum, c'est-à-dire ceux qui ont une télé correspond au produit. Moi, c'est le cas. J'ai une télé LG G3 qui est en fait la meilleure télévision gaming du marché. Ok, depuis il y a la G4 qui est sortie. En clair, j'ai une télé OLED 4K et le plus important, c'est qu'elle possède la VRR, la LLM, elle est HDR10 et elle a le Dolby Vision. En fait, le VRR désigne la possibilité pour la TV de synchroniser en temps réel sa fréquence de rafraîchissement à la cadence d'image produite par le processeur graphique de la PlayStation et je peux jouer sur ma télé à des jeux qui affichent 120 fps en ayant les 120 fps. La LLM ou le Auto Low Latency Mode désigne la fonctionnalité intégrée à certaines connectiques HDMI pour améliorer la rapidité d'affichage quand c'est nécessaire. En gros, c'est la rapidité entre le moment où j'appuie sur ma manette et le temps où c'est affiché à l'écran. Ce que j'essaie de dire, c'est que je peux profiter à 100% de la PS5 Pro, je peux avoir la meilleure expérience possible sur télévision, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est pour ça qu'on parle d'un produit de niche. Si vous jouez sur un téléviseur qui est en 60 Hz, ça ne sert à rien de prendre une PS5 Pro. Ok, vous aurez les meilleurs graphismes en 4K, mais vous n'aurez pas accès à tout ce que la PS5 Pro est prévue pour. Alors, c'est valable aussi pour la PS5 qui a déjà tout ça, mais une PS5 Pro boostée qui cherche à proposer plus de jeux en 120 fps, je vois pas l'intérêt de pas pouvoir afficher tout ça. Alors ok, sur un écran d'ordinateur, c'est déjà plus cohérent, mais je trouve ça dommage de jouer sur une telle machine avec un petit écran comme ça. Mais ce n'est que mon avis. Comprenez que la PS5 Pro et surtout son prix de 800 € ne vaut pas le coup si vous n'avez pas l'équipement nécessaire. C'est comme si vous aviez une Ferrari, mais que vous étiez limité à 90 km/h. Vraiment, si vous n'avez pas l'écran correspondant, gardez votre PS5 classique. J'ajoute à ça le lecteur à ajouter à la console qui vous empêche de jouer à vos jeux déjà dans votre meuble. Moi, je suis minimaliste et je joue principalement en digital. C'est pas un problème, même si j'ai encore quelques jeux à finir en format physique, je vais être obligé d'acheter le lecteur. Je ne peux pas y jouer pour l'instant, même un Star Wars Outlaw qui a été boosté. Ce qui nous emmène au bilan. La PS5 Pro a des avantages et des inconvénients. Elle s'adresse aux gamers exigeants
qui ont l'équipement pour, mais aussi aux amateurs de graphisme, mais aussi aux utilisateurs de virtualité augmentée. Elle s'adresse aussi aux joueurs PC qui veulent aussi avoir la meilleure expérience possible sur leur téléviseur, sans avoir à bouger toute la configuration sur la télé du salon. Enfin, elle s'adresse vraiment à ceux qui veulent la meilleure expérience possible sur PlayStation, évidemment. Les autres, attendez la PS6. Au niveau des inconvénients, le prix est vraiment trop élevé en mi-génération et avec si peu d'amélioration. La PS5 fait très bien le travail. Devoir acheter un lecteur supplémentaire pour jouer à ces jeux déjà dispo, c'est vraiment ridicule et ça en dit long sur la stratégie de PlayStation, voire de l'industrie du jeu vidéo en général. Bonjour Xbox Game Pass. Après, je ne peux pas vraiment vous dire si c'est un achat justifié ou non, car ça dépend des moyens et des envies de chacun. En soi, la PS5 Pro est un mauvais deal, mais ça reste subjectif. Ça ne l'est pas pour celui qui veut et qui peut se l'acheter, et c'est ça qui est bien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est un mauvais deal. Voilà, j'espère vous avoir éclairé avec ma propre expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Monsieur Pixel. Peace.